Le monde attend avec inquiétude les suites de l'assassinat d'un général iranien par les États-Unis. Ce matin à Téhéran, c'est une foule immense qui a accompagné les cercueils du général Soleimani et de ses camarades. Le régime iranien en appelle à l'unité nationale contre les États-Unis et Israël. Marc Chulmy. Un pas pour les larmes, un pas pour la colère. C'est avec ce double sentiment que des centaines de milliers d'Iraniens ont salué ce matin la mémoire du général Soleimani, l'architecte de la stratégie de Téhéran au Moyen-Orient. Son élimination par un tir de missile américain vendredi dernier à Bagdad permet aujourd'hui au pouvoir iranien de réaffirmer sa puissance et de prôner une fois encore l'union sacrée des musulmans chiites contre l'Amérique de Donald Trump, bien au-delà des frontières du pays. Soleimani n'était pas seulement un champion ou un héros iranien, c'était un héros de l'humanité tout entière. Pourquoi ? Parce qu'il était le seul à avoir réussi à vaincre Daesh. Nous nous vengerons pour chaque goutte de son sang. L'Amérique doit savoir que même si des centaines ou des milliers de personnes comme Soleimani ont disparu, des millions émergeront de son sang et continueront sa voie. Pour les dignitaires iraniens réunis autour du guide suprême Ali Khamenei, les larmes cèdent déjà place à la colère. Mort à l'Amérique, mort à Israël. Un appel repris en écho par la foule immense, comme l'a constaté Siavosh Razi, journaliste, contacté tout à l'heure à Téhéran. Depuis de nombreuses années, on n'avait pas vu une telle foule descendre dans la rue pour rendre hommage à un des personnages clés du régime iranien. Donc c'est un véritable hommage national qui a été rendu au général Qassem Soleimani, qui est considéré comme un véritable héros national. Chef historique d'une unité d'élite des gardiens de la Révolution, le général Soleimani était le symbole de l'influence de Téhéran dans toute la région. Avec ses obsèques géantes, le pouvoir promet qu'il va répliquer et répondre à l'insulte. Ce matin, il a déjà décidé de réduire un peu plus encore ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire négocié en 2015 avec les puissances occidentales, dont les États-Unis, déjà une autre époque. Mazir Yosefi, vous êtes iranien et suisse, arrivé en Suisse dans les années 90. Vous êtes favorable à une démocratisation du régime iranien. Pour les gens comme vous qui veulent faire changer ce régime ou le faire évoluer, c'est une mauvaise nouvelle ce qui est arrivé. Bien sûr, effectivement, Philippe, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça fait le jeu des conservateurs en Iran. On craint une escalade de guerre et la guerre va évidemment unir tout le monde derrière le régime et ça, c'est quelque chose qu'il fallait évidemment éviter. Que vous disent les gens quand vous leur parlez ou que vous appelez en Iran ? Vous savez, la majorité des Iraniens sont pour une démocratisation de l'Iran, donc un changement de régime, évolution de régime à l'intérieur ou un autre changement. Mais peu importe, ces mêmes personnes, la majorité de ces mêmes personnes, sont contre une ingérence occidentale ou américaine. Donc les gens ne veulent pas une ingérence d'américaine. On a tous en mémoire l'ingérence de 1953. C'est pour ça que c'était vraiment une mauvaise idée de ce qui s'est passé. C'est au fond un dilemme assez cruel mais assez habituel. Quand on est opposant ou qu'on veut faire évoluer un régime, on est très vite vu comme le parti de l'étranger. Oui, effectivement, parce que vous savez, c'est comme le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire. Donc, même si on était contre le régime iranien, on ne pouvait pas imaginer que l'Iran n'avait pas droit à accéder à énergie nucléaire pour des besoins civils. Donc, c'est la même chose ici. On veut une démocratisation en Iran, mais évidemment qu'on ne veut pas une ingérence étrangère dans le pays. Certains vous rétorqueront que Barack Obama a joué plutôt l'apaisement. Donald Trump, finalement, a raison de tenter d'être dur, de forcer le régime à craquer en quelque sorte. Oui, mais vous savez, Barack Obama a fait pendant 8 ans, a tendu la main, comme il disait, à l'Iran. Finalement, il est parvenu à signer un accord dont il faut le rappeler que les États-Unis se sont retirés de l'accord en premier avant l'Iran. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est aujourd'hui, c'est vraiment opposé à la stratégie qui a été mise en place durant toutes ces années et qui faisait pas tellement le bonheur des conservateurs en Iran. Donc évidemment qu'une montée escalade ou guerre, c'est quelque part, ça peut donner vraiment de l'eau à un moulin de ces conservateurs. Merci beaucoup, Mazir Yosefi.
En Iran, l'explosion de colère ce matin du peuple qui rendait hommage à Rassem Soleimani, abattu par l'armée américaine la semaine dernière. Les manifestants ont appelé à venger ce haut dignitaire militaire extrêmement populaire en Iran pour avoir notamment combattu et défait Daesh en Irak et en Syrie. Sa mort aura eu pour effet de rassembler les Iraniens. Nos envoyés spéciaux sur place, Stéphanie Pérez, Nicolas Auer et Yann Kadouche. Une foule si compacte qu'il est difficile de se frayer un chemin. Au passage de la dépouille du général assassiné, une ferveur telle que certains ne peuvent retenir leurs larmes. Selon les habitants de Téhéran, du jamais vu depuis la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Il nous a sauvés. Mais Trump l'a tué. Nous sommes furieux. À mort l'Amérique! À mort l'Amérique! Pour la majorité des pays occidentaux, Rassem Soleimani était un militaire dangereux. Pour les Iraniens, le garant de leur sécurité régionale. Son élimination renforce le nationalisme perse, déjà très puissant. Sur cette poussette, un avertissement écrit « Trump, tu devrais avoir peur de moi, je suis le prochain Soleimani ». Dans la foule, majoritairement des Iraniens conservateurs issus des classes populaires, mais aussi des hommes et des femmes plus modérés, d'ordinaire critiques sur le régime. L'Iran, très fracturé, se ressoude sur les braises de l'intervention américaine. Il y a 2 mois, on a manifesté contre le gouvernement. Moi, j'étais dans la rue, comme beaucoup d'autres ici. D'accord, on veut une vie meilleure, on veut plus de liberté. Mais le général Soleimani, c'est notre héros. C'est différent. Une réponse populaire dont pourrait finalement bénéficier l'ayatollah Khamenei, apparu très affecté, et le régime iranien dans son ensemble. Et ce n'est pas forcément ce qu'avait prévu Donald Trump. Les images de cette mobilisation massive, les Iraniens tiennent à ce qu'elle fasse le tour du monde. C'est aussi la guerre de la communication. Demain, une 3e journée d'hommage en Iran sera célébrée, cette fois-ci dans le sud du pays, dans la ville natale du général Soleimani. Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1. Entre les États-Unis et l'Iran, la tension continue de monter. Avertissement de Donald Trump cette nuit sur Twitter. Les États-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont très rapidement et très durement si la République islamique attaque du personnel ou des sites américains. Tentative de dissuasion alors que les ayatollahs continuent de crier vengeance après la mort de leur chef militaire Soleimani. Bonjour Mana Chirali. Bonjour Patrick Cohen. Politologue, spécialiste de l'Iran, enseignante à Sciences Po Paris. Soleimani, c'est une grosse perte pour le régime iranien. Il était le numéro 1 de la République islamique, même les Iraniens. Le plus puissant. Le plus puissant. Certains Iraniens disaient, bon, c'est la rumeur, même en tant que sociologue, je prends énormément en considération les rumeurs. Les rumeurs disaient que c'est le numéro 1, c'est lui qui donne des ordres au guide de la révolution, l'ayatollah Khomeini. Et évidemment, le président de la République en Iran n'a jamais eu de pouvoir. C'est depuis 40 ans, le président, c'est un pouvoir de façade qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est le guide qui est le plus important. Mais certains Iraniens disaient que c'est Soleimani qui lui donnait des ordres. Ah bon, les télévisions nous montrent depuis 2 jours des foules endeuillées et éplorées. Il était si populaire que cela, Absolument Soleimani? Absolument pas. Écoutez, je vous en prie, c'est pas du tout le cas. C'est qu'il incarnait l'image de diable aux yeux des Iraniens. C'est un criminel pour les Iraniens. Mais l'Iran est un pays de 80 millions d'habitants. Et pour la République islamique qui détient toute la richesse de ce peuple, il est très facile quand même de réunir quelques milliers de personnes pour faire du cinéma devant les caméras. Et on sait très bien que les ayatollahs, depuis 40 ans, ils ont fait preuve de leur capacité de manipuler l'image, de donner une belle image d'eux-mêmes et ce qu'ils veulent à l'Occident. Il faut être iranien, il faut vivre à l'intérieur de l'Iran pour savoir ce qui s'est passé. Je vous donne juste une image de ce qui s'est passé les derniers jours. À l'annonce
à l'annonce même de la mort de Soleimani, les pâtisseries ont été prises d'assaut dans les villes iraniennes. Parce que c'est une tradition iranienne. Quand il y a une bonne nouvelle arrive, on distribue de la pâtisserie. Alors, vous ne trouvez plus de la pâtisserie à l'annonce, quelques heures après l'annonce de la mort. Alors, c'est ça qui est intéressant de savoir. On voit cette image que les ayatollahs veulent donner de leur régime solide, stable, avec une popularité immense à l'extérieur, à l'Occident. Et les Occidentaux sont très acheteurs de cette image, alors qu'on oublie, il y a à peine quelques semaines, 1500 personnes ont été assassinées dans les rues iraniennes. On va en parler. Soleimani, ça veut dire qu'il avait la main aussi sur la répression intérieure, parce qu'on le présente comme le maître d'œuvre des opérations extérieures de l'Iran. Il partageait la même idéologie de violence avec ses collègues de l'intérieur. Et étant donné que c'était un homme très puissant, on estime qu'il avait la main mise sur tout le pays, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, est-ce que ce n'est pas tout de même une crise qui tombe à pic pour un régime aux abois qui s'est souvent servi du grand Satan américain comme d'un épouvantail et pour réactiver la fibre nationaliste et patriotique du pays? Vous avez parfaitement raison, Patrick Cohen. On peut compter sur les ayatollahs de profiter de n'importe quelle crise pour assurer leur survie. Ça, vous avez parfaitement raison de le souligner. Bon, et alors ça peut donner quoi? Parce qu'il aura fallu cette crise pour qu'on parle ou qu'on reparle de la tragédie du peuple iranien qui vient de subir, vous l'avez rappelé, l'une des répressions les plus sanglantes depuis l'avènement des ayatollahs. Il y a 40 ans, on parle de 1500 morts. Après des manifestations très importantes à partir de mi-novembre, pratiquement aucune image. Mais je vous disais ça en préparant l'émission, vous m'avez dit si, il y a plein d'images sur les réseaux sociaux. Absolument, il faut juste être connecté avec les Iraniens à l'intérieur des frontières iraniennes pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en 21e siècle, on est vraiment à l'âge de la révolution numérique, on est dans les réseaux sociaux. Et ça m'étonne beaucoup quand je vois que les gens qui disent qu'il n'y a pas d'images. Il y a plein d'images. Regardez ce qui se passe par exemple sur Instagram, sur Twitter, partout. Il y a Qu'est-ce que qu'on des voyait images. sur ces images Des horreurs. Évidemment, les ayatollahs ont réussi à couper l'Internet, mais ils ne peuvent pas le couper éternellement. Donc, ils ont été obligés de le rétablir. Jusqu'à quand l'Internet va rester connecté? On ne sait pas très bien. On craint aussi parce qu'ils sont en train de mettre en place un système d'Internet national pour couper l'Iran, pour couper les Iraniens du monde entier. C'est un système d'Internet qui communique à l'intérieur des frontières, mais qui est incapable qui ne permet pas que les Iraniens sortent communiquent avec l'étranger. Alors ça, c'est une vraiment peur très importante du côté des internautes iraniens. On voit qu'ils ont peur de cette coupure de l'Internet. Parce que là, aujourd'hui, la répression est dévoilée aux yeux du monde entier grâce à l'Internet, grâce aux images. Mais ce que je dis quand même, ce qui me rassure moi-même, c'est qu'ils peuvent couper l'Internet, mais ils ne peuvent pas extorquer les smartphones des mains des Iraniens. Et tout ce qui a été sorti, c'était grâce aux smartphones, grâce aux iPhones que les Iraniens possèdent. Et ils ont filmé des scènes de violence énormes. Ce qui s'est passé dans les villes iraniennes, c'était du jamais vu. La République islamique a ouvert le feu sur le citoyen ordinaire, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à là. Jusqu'à là, ils avaient tué les opposants. Je ne suis pas venue ici pour justifier l'assassinat des opposants, loin de là. Mais là, la République islamique est entrée dans une nouvelle phase, là où il assassine ses propres citoyens, parce qu'il sait qu'il n'a plus d'assises populaires, il sait qu'il n'a plus de place, il n'a pas de légitimité populaire dans ce pays. Et à l'extérieur, il est isolé. La mort de Qassem Soleimani, quelque part, c'était un cadeau pour eux. Ce sont les gens qui savent très bien profiter des désastres, des guerres. Khomeini lui-même a dit que la guerre avec Saddam Hussein, avec l'Irak, la guerre était un cadeau de Dieu. Vous savez, parce qu'au début, c'était au commencement de la République islamique. Et là, la République islamique ne savait pas comment faire avec les voix dissidentes. Grâce à la guerre avec l'Irak, il a fait taire la plupart des opposants iraniens, il les a assassinés. Et là, maintenant, ce que je crains, c'est qu'ils profitent de la mort de ce diable, ce criminel qui était derrière Bachar al-Assad. Il était le conseiller spécial de Bachar al-Assad. 500 000 morts en Syrie. On l'a vu à Alep sur le terrain et on l'a vu aussi
discuter directement avec Poutine au plus fort de la guerre en Syrie, Soleimani. Est-ce qu'on peut parler d'un soulèvement contre le régime à partir de la mi-novembre, parce que cette révolte populaire, ces grandes manifestations, elles avaient au départ des raisons économiques, c'était la hausse du prix de l'essence. Vous avez raison, c'est vrai, c'était à cause de la hausse du prix de l'essence, mais vous savez encore mieux que moi que l'économie et le politique sont intimement liés. C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion politique que l'économie s'est effondrée en Iran. Si les dirigeants iraniens savaient gérer ce pays correctement et ne pas mettre ce pays systématiquement en guerre contre la planète entière, l'économie iranienne n'était pas le niveau bas où il est aujourd'hui. La République islamique est-elle réellement en danger ? On comprend bien en vous écoutant que c'est votre espoir, Manache Shirali, mais est-ce que ce régime ne reste pas solidement installé ? Écoutez, qu'est-ce que nous entendons par un régime solide ? Il est beaucoup plus facile de régner par peur que d'être démocrate. Vous voyez ce qui se passe en France, ce n'est pas évident d'être à la tête d'un pays démocratique. Ce sont les démocraties qui sont difficiles à gérer. Dans les pays autoritaires, on tue, on reste en place. Mais ma question est de savoir jusqu'où, combien d'autres Iraniens doivent être assassinés pour payer la survie de ce régime ? Merci beaucoup, Manache Shirali, d'être venu. C'est vrai ou c'est pas vrai ? 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 C'est vrai ou c'est pas vrai que François Hollande a été écouté par la CIA ? En tant qu'agent de la CIA, j'ai du mal à vous répondre. Non mais attendez, est-ce qu'en Syrie aussi, c'est la CIA qui manipule et qui fait croire que Bachar el-Assad est un criminel, comme vous le laissez entendre ? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit tout simplement que s'agissant de ce qui se passe en Syrie en ce moment, il faut être d'une grande prudence, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Je rappelle qu'en 2003, paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On avait même vu Colin Powell, le secrétaire d'État américain, agiter une fiole avec le bacille du charbon en plein Conseil de sécurité des Nations Unies. Attendez. Il y a des morts, mais attendez, des enfants morts. Laissez-moi parler. Donc on avait vu Colin Powell agiter cela. On connaît. Non, mais attendez. Jacques Chirac et Dominique de Villepin se sont refusés à avaliser cette affaire en disant qu'ils n'en savaient pas assez. On a appris 6 mois après, de la bouche de Colin Powell en personne, que c'était faux, qu'il n'avait jamais eu, et donc que la guerre qui a été lancée avait été lancée sur des motifs, il y a eu, vous savez ce qui s'est passé en Irak ? Vous savez quel est le nombre de morts de la... Eh bien alors, sur la Syrie, il y a eu l'affaire du massacre de la Ghouta. Mais je ne suis pas là pour défendre Saddam Hussein ou Bachar el-Assad ou Kadhafi. Non, mais vous donnez l'impression de défendre le régime de Washington, excusez-moi de le dire. Je vous l'ai dit, je suis payé par la CIA. C'est possible, j'en sais rien. Mais c'est la vérité. Bon. Eh bien écoutez, vous ne savez pas. Non, je ne sais pas. En dis. tout cas, mais merci pour l'aveu. Moi, ce que je vois, c'est que... Jamais je ne donne mon avis, mais ravi j'entends votre dépit. N'imagine pas penser mon ami, car ça aussi ça a un prix. Radicalité remplacée par compétitivité et mollesse. Vérifié, certifié par un mensonge, un sein, une fesse. Ne faut plus comprendre l'autre devant notre misère à la vôtre. Penser le printemps quand c'est l'hiver, ça me met bien la tête à l'envers. Nous sommes en dictature du consensuel. Paraître beau c'est dur, sans être cruel. Nous sommes en dictature du consensuel. Paraître cruel c'est sûr, ça te rend pas plus